Christian de Pertuis, qui est un habitué de nos universités et un auteur prolixe. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous conseille d'acheter Climat 30 mots pour comprendre et agir, que Christian dédicacera avec tous les chapitres importants. Alors, Christian, on en est où cette année? Bien, bonjour à tous. C'est toujours un grand plaisir d'intervenir à La Rochelle, dans ce lieu effectivement tellement innovant. Et pour moi, je dois dire qu'en plus, là, intervenir dans une salle qui s'appelle les Pertuis, c'est quelque chose de tout à fait inédit. Alors, je ne sais pas trop comment marche ce truc. Il faut que j'appuie sur le vert, c'est ça? Le vert, ben, j'appuie sur le vert. Mais bon... C'est bon. Voilà. Ah ben, déjà, je suis en avance. Rouge. Bon, c'est pas grave, on va partir avec le deuxième. Bon, où est-ce qu'on en est? Sur la thématique qui nous est posée, neutralité carbone, je pense qu'il faut s'arrêter 5 minutes sur ce terme qui souvent est identifié à une neutralité microéconomique assez facile à atteindre en faisant de la compensation carbone. Je pense que la neutralité dont on parle, ce n'est pas du tout ça. La neutralité dont on parle, et je préfère le terme neutralité climat au terme neutralité carbone, c'est celle auquel se réfère le GIEC et c'est celle auquel se réfère l'article 4 de l'accord de Paris. Pour bien comprendre cette notion de neutralité climat, il faut revenir aux basiques du réchauffement climatique. Qu'est-ce qui réchauffe la planète? Ce n'est pas le flux annuel de nos émissions, c'est le stock de gaz à effet de serre qui s'accumule au-dessus de nos têtes dans l'atmosphère. Et donc, tant que le stock de gaz à effet de serre continue à s'élargir, le réchauffement se poursuit. C'est fondamental. La notion de neutralité, dans ce contexte du GIEC et de l'accord de Paris, c'est tout simplement la situation dans laquelle, au niveau planétaire, on arrive à stabiliser ce stock de gaz à effet de serre. Autrement dit, à ramener le niveau de nos émissions brutes à la capacité d'absorption des gaz à effet de serre par ce qu'on appelle les puits de carbone. Et les deux grands puits de carbone sont la biosphère, plus précisément les plantes et les sols qui stockent le CO2, et l'océan qui, à long terme, est le puits de carbone le plus important. Et si on arrive demain à développer des techniques complémentaires, comme le rappelait tout à l'heure Myriam, comme la capture directe du CO2, ce seront des quantités tout à fait minuscules par rapport à l'enjeu de la préservation et de l'accroissement des puits de carbone. Alors, où on en est, ma chère Myriam? Cette année, c'est encore plus facile que les autres années de faire le point, puisqu'on a le rapport du GIEC. Et le rapport du GIEC nous dit que, en gros, si nous voulons atteindre une cible de 1,5 degré, le budget carbone résiduel, c'est la quantité globale de CO2 que nous pouvons encore émettre au niveau des émissions de 2019, c'est 8 à 10 ans. Et ça veut dire que la neutralité climatique de la planète doit être atteinte vers 2050. Pas celle de l'Europe, pas celle de la France, pas celle de La Rochelle, la neutralité carbone de la planète. Si nous voulons atteindre les 2 degrés Celsius, cette neutralité carbone, c'est vers 2070. Donc, premier point évident, ça a été dit par les 2 politiques qui m'ont précédé, la question du temps est absolument incontournable. Nous sommes sur des échéances absolument majeures. Deuxième point très important, la neutralité climat en 2050 ou en 2070, ce n'est pas un objectif ultime, c'est un point de passage. Car si nous regardons les scénarios du GIEC au-delà de 2050 ou au-delà de 2070, pour atteindre les 1,5 degré ou les 2 degrés, il faut passer par des situations d'émissions nettes négatives,
dans laquelle le flux annuel de nos émissions sera inférieur aux capacités d'absorption des gaz à effet de serre. Troisième point très important, dans les 2 à 3 prochaines décennies, on sait déjà que les impacts du réchauffement climatique vont se durcir. Ça a été longuement abordé par tous les intervenants. On voit aujourd'hui que la question du réchauffement climatique, de son existence, ne se pose plus. Il est là. Ce que nous dit le GIEC, c'est que quel que soit le scénario dans lequel nous sommes, compte tenu de la difficulté de stabiliser le stock, eh bien, les impacts du réchauffement climatique, dans les meilleurs scénarios, continuent à se durcir jusqu'en 2040-2050. Quatrième point, donc point complémentaire, évidemment, ça veut dire que l'action par rapport au réchauffement climatique a 2 volets. Un volet action de réduction des émissions, mais également un volet adaptation au réchauffement climatique, à savoir l'ensemble des mesures qui vont nous rendre plus résilients par rapport à ces multiples impacts, qu'il s'agisse des vagues de chaleur, de la sécheresse, des incendies ou de la gestion de l'eau. Quatrième point, si nous voulons stabiliser le stock et atteindre la neutralité carbone, il faut agir sur 2 jambes. Il faut agir sur la réduction des émissions brutes, mais il faut également agir sur la protection et le développement des puits de carbone qui absorbent le CO2 en fin de vie, et également sur la réduction des émissions de méthane et de protoxyde d'azote d'origine agricole, dont on ne parle pas suffisamment. Ceci m'amène à mon 2e slide, si j'y arrive. On ne peut pas dire que la technologie soit parfaite, ou alors c'est l'opérateur qui est très nul, mais j'appuie sur le vert. Voilà, on y arrive. Il y a 3 slides, hein, rassurez-vous. Du reste, oui, il me reste 1 minute 25, oui, bon, il va falloir aller vite. 2e slide, la neutralité climat nous impose 2 immenses transformations de nos sociétés. Et je partage l'opinion qui vient d'être émise que c'est difficile de parler de transition. En fait, c'est quelque chose de beaucoup plus restructurant, beaucoup plus impactant. Je ne sais pas s'il faut parler de révolution, mais enfin, en tout cas, ce n'est pas une transition avec l'idée que ça peut être une transition incrémentale. La première jambe, c'est le carbone fossile, qui représente environ 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, à l'origine de l'utilisation de 3 produits, le charbon, le pétrole et le gaz. Si nous n'accélérons pas ce qu'on appelle la transition énergétique en réduisant et en éliminant notre dépendance aux fossiles, nous n'atteindrons jamais la neutralité carbone dans les temps, que ce soit dans le scénario 1,5 degré ou 2 degrés. Et donc, il convient d'accélérer cette transition. Or, cette transition, vous l'avez dit, elle est dure. Et elle est fondamentalement dure parce que c'est la première transition énergétique dans l'histoire de l'humanité où il ne s'agit pas de rajouter une nouvelle source d'énergie décarbonée, les renouvelables. Il faut retirer 3 sources. Il faut passer d'une logique additive à une logique de substitution. Et c'est sortir de cette addiction fossile qui cause les immenses traumatismes dans nos sociétés. C'est la raison pour laquelle la logique économique derrière cette transition est tout à fait nouvelle. C'est une logique de rationnement des émissions, bien évidemment, mais également, c'est une logique de rationnement au sens, non pas de distribuer des tickets de rationnement, mais de retirer les énergies fossiles et donc de reconvertir et de retirer tout le capital qui est lié à l'usage des énergies fossiles. Or, nos sociétés savent assez bien investir lorsqu'elles ont les bonnes habitations, elles savent très mal désinvestir. Imaginons que dans 20 ans, nous ayons accompli cette prouesse de retirer les émissions de CO2 d'origine fossile, serions-nous nécessairement en situation de neutralité climat? Tout dépend de ce qu'on fait sur la 2e jambe, ce que j'appelle le carbone vivant. Le carbone vivant, c'est celui
que nous travaillons chaque fois que nous produisons des biens agricoles. C'est le carbone vivant que nous travaillons lorsque nous allons utiliser l'océan pour fournir un certain nombre de produits. C'est évidemment le carbone qui est lié à la forêt. Il n'y aura pas de neutralité carbone si, parallèlement à ce qu'on appelle, à mon avis, assez facilement la transition énergétique, on ne fait pas cette deuxième révolution sur le carbone vivant. En réalité, c'est aussi de l'énergie. Parce que produire de l'alimentation, c'est notre énergie primaire dans l'estomac. Oui, je sais qu'il faut que je termine. Rassurez-vous, je vais terminer. Alors, c'est quoi l'enjeu là? Sur Terre, c'est l'enjeu de l'agroécologie. C'est l'enjeu de l'agroécologie parce que 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est des émissions qui sont liées au process agricole ou des émissions de déforestation dont la première cause est l'expansion des terres pour des usages agricoles, que ce soit l'agriculture ou l'élevage. Et donc, cette transition agroécologique, elle est évidemment fondamentale. Comme nous sommes à La Rochelle, je dis deux mots quand même sur le puits de carbone marin, qui est extraordinairement important pour préserver la capacité de stockage du CO2 dans l'océan. Il faut préserver la biodiversité marine. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est un enjeu immense et très mal connu encore aujourd'hui, car on sait beaucoup mieux ce qui se passe sur la biodiversité terrestre que sur la biodiversité marine. Alors, le thème de la session de La Rochelle, c'est neutralité, climat et géopolitique. Mais on est en plein dans la géopolitique, puisque vous voyez que les deux enjeux que j'ai cités, carbone fossile, carbone vivant, agroécologie, c'est fondamentalement les enjeux économiques liés à la guerre en Ukraine. Sur l'énergie, je n'en parle pas, on va sans doute beaucoup en parler, mais c'est effectivement le cas aussi sur les enjeux alimentaires. Car le conflit ukrainien bouscule dramatiquement les conditions d'approvisionnement alimentaire dans le monde, menace d'aggraver épouvantablement la malnutrition dans le monde et met quelque part en cause les modèles agricoles monospécialisés qu'on a développés à des échelles qui sont excessives. J'avais un troisième transparent à vous montrer. Alors, je vais vous le montrer, mais je ne vais pas vous le commenter, parce que sinon, je ne respecterai pas les règles. Mais ce troisième transparent, bon, de toute façon, vous n'avez quand même pas fait une censure qui m'interdise de passer le transparent, j'espère. Enfin, on ne sait jamais. Hein. Non. Faut quoi? Faut rester longtemps, c'est ça? Ah, faut regarder par là, d'accord. Oui, moi, je regarde. Voilà, c'est bon. Voilà. Pour l'économiste, la marche vers la neutralité carbone chamboule complètement notre façon de voir l'économie. Moi, j'ai appris à enseigner l'économie en enseignant que l'abondance, c'était le progrès, et que les crises, ça venait de la rareté. Et puis, depuis 15 ans, j'enseigne une économie que je change d'une année sur l'autre, parce que, évidemment, si on veut avoir un progrès durable, il faut tenir compte des frontières monétaires qui sont les plafonds monétaires, le changement climatique, la biodiversité dont j'ai parlé. Et donc il faut limiter toutes les atteintes à ces frontières naturelles, planétaires. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut viser la décroissance pour la décroissance? Non. Parce qu'on a aussi, à l'intérieur de ce qu'on appelle le donut, hein, le beignet rond aux États-Unis, hein, c'est une belle figure qui est décrite par une collègue de l'université de Oxford, hein, eh bien, il faut évidemment mettre toutes les ressources pour apporter le bien-être aux populations qui en ont besoin. Et si on veut avoir un tout petit peu d'adhésion sociale, évidemment, il ne faut pas dire aux gens qu'il faut serrer la ceinture et se resserrer la ceinture et encore se resserrer la ceinture et se priver. Non, il faut effectivement trouver des ressources mieux réparties pour pouvoir satisfaire les besoins de base. Et évidemment, dans ces besoins de base, tant pis, je voulais vous le montrer, figure également toute la question de l'adaptation aux impacts du réchauffement climatique. Pardonnez-moi d'avoir légèrement dépassé mon temps de parole. Merci beaucoup pour votre attention. Et à mon tour, je nous souhaite une excellente édition de l'Université E5T.
Merci. Merci beaucoup, Christian. Comme toujours, ton propos est extrêmement éclairant. Et on te remercie infiniment. On va démarrer par une table. Si tu veux, tu peux rester avec nous, Christian, parce que je viens d'apprendre que Frédéric... je te propose un siège avec nous. Frédéric Ancel, malheureusement, ne peut pas être parmi nous. Un petit problème de santé à gérer dans sa famille. Je le salue. Et je sais qu'il nous fera très vite une conférence qu'on mettra à votre disposition. Alors, je vais accueillir... Christian, reste donc avec nous. Mais je vais accueillir les invités de cette première table ronde. Donc, Bettina Laville. Bienvenue, Bettina. Bettina a assisté à toutes les COP qu'il y a eu lieu depuis le début, qui ont eu lieu. Donc, on est très heureux de pouvoir avoir Bettina parmi nous. On va également avoir Raphaël. Alors, Raphaël Borouman, qui est un économiste que l'on voit souvent, comme Christian, à la télévision, qui a beaucoup d'insight en cette période troublée. On va accueillir Christian Huglot, qu'on retrouve toujours avec grand plaisir, parce que un grand de l'environnement et du droit de l'environnement. Est-ce que le droit a encore un espace? On va en savoir plus. Et enfin, on va accueillir Michel Derdevé, qui vient de sortir un ouvrage collectif, président de la Maison de l'Europe, sur penser la transition énergétique dans l'urgence climatique. Alors, bonjour à tous. Alors, je vous disais, Frédéric Ancel nous suit, on le salue. Il nous aurait parlé un peu plus longuement de ces crises, mais je crois que le sujet a été largement introduit. Crise économique, crise géopolitique double, avec un double front, la Russie, l'Ukraine, avec un double front énergétique et alimentaire, Christian vient de nous en parler, et Taïwan, avec cette interruption des négociations entre la Chine et les États-Unis sur le climat. Alors, Raphaël, j'ai envie de commencer par toi. Est-ce que finalement, face à ces crises qui vont coûter extrêmement cher, puisque explosion des prix, on parle d'associer le plus possible les citoyens parce que la situation est difficile, est-ce qu'on va réussir ce pari? Et est-ce qu'on va réussir à associer ces citoyens en leur disant que les prix et leur budget énergie va être peut-être multiplié par 2? C'est le cas en Angleterre où il n'y a pas de bouclier. On passe de 2000 livres à 4000 livres par famille. En Europe, c'est la même chose si on n'avait pas des boucliers tarifaires. Est-ce qu'on va y arriver, Raphaël? Quelle est ta vision de géoéconomiste là-dessus? Alors, bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi, ma vision, au-delà des convictions, elle est basée quand même sur la connaissance et sur nos travaux. Et elle reste optimiste parce que je pense qu'on peut s'en sortir parce qu'on dispose de tous les leviers pour pouvoir concilier croissance décarbonée et donc lutte contre le réchauffement climatique avec préservation du pouvoir d'achat, compétitivité des entreprises et sécurité d'approvisionnement électrique. Alors je m'explique pourquoi je suis aussi optimiste malgré la situation chaotique et le désordre qui règne avec la guerre en Ukraine. Il y a deux éléments qui sont très importants. Le premier, c'est l'anticipation et la coopération internationale en matière à la fois de géopolitique de l'énergie, géopolitique du climat et géopolitique des chaînes de valeur. L'exemple de Taïwan risque de nous montrer que la géopolitique des chaînes de valeur va devenir un enjeu extrêmement important. Et c'est vrai que quand on regarde les prix de marché, donc là vous regardez le prix de gros de l'électricité, celui du gaz, il a été multiplié pour le gaz par presque 20 en un an et l'électricité par 10 à 12 en un an. Donc on pourrait se dire la situation est catastrophique, c'est de la faute du marché de gros, c'est de la faute de la libéralisation. Alors je pense qu'il ne faut pas chercher de bouc émissaire. Il y a une dimension de modification et de réforme du marché européen de l'électricité qu'il faut absolument faire. Pourquoi ? Parce que certains semblent découvrir que l'électricité est non stockable et donc est la commodité la plus volatile au monde et elle peut atteindre des pics de prix extraordinaires, même si on l'a écrit et publié depuis une quinzaine d'années. Et donc, il y a une réforme à faire. Mais si le prix augmente fortement, il ne faut pas que les États européens se dédouanent aussi en disant que c'est uniquement la faute du marché de gros. Je veux dire, il y a 32 réacteurs en France qui sont en maintenance, donc il y a peut-être un défaut d'anticipation. Il y a le fait que quand le 24 février, on était plusieurs à dire qu'il faut préparer un scénario sans gaz russe, on nous a répondu « mais non, jusque-là, depuis des décennies, la Russie a toujours respecté ses engagements », comme si le passé était présagé du futur.
Et donc, il y a effectivement une vision qui consiste à dire, bon, maintenant, ça va être décroissance et sobriété. Alors qu'en réalité, comme Myriam, tu en as parlé, on peut concilier croissance économique et neutralité carbone, même s'il nous reste 10 ans pour agir, parce qu'on a des leviers financiers et technologiques pour le faire. Et donc, l'idée, c'est de dire que la sobriété, si c'est économiser de l'énergie, c'est évident, mais si vous l'associez à un discours de sacrifice et d'effort, vous avez des ménages qui vont vous dire, nous, on est déjà dans la sobriété parce qu'on n'a pas le... c'est déjà un principe de vie. Donc l'idée c'est de dire qu'au-delà des économies d'énergie qu'il faut bien sûr réaliser, il y a des mesures concrètes qu'on peut prendre. La première, c'est fixer un plafond de prix sur le marché du gaz européen. Quand vous fixez un plafond de prix, évidemment, vous réduisez les profits de tous les producteurs de gaz, mais aussi celui de Gazprom. Parce que si vous mettez des sanctions sur les volumes et ces sanctions amènent à une hausse des prix, finalement, vous financez davantage Moscou que quand vous n'aviez pas de sanctions. Donc il faut se méfier des idées reçues. Donc si on met des sanctions, il faut plafonner les prix. Donc ça, c'est sur le marché du gaz. Il faut renforcer les achats communs de gaz au niveau européen. Et Michel Derdevet en parlera mieux que moi. Il y a une véritable stratégie collective à avoir enfin au niveau européen, avec des achats communs, des stocks communs. Évidemment, des stocks qui ne seraient pas gérés par Gazprom, comme l'Allemagne a su le faire, dans une forme de naïveté géopolitique qui m'étonne encore aujourd'hui. Parce que quand Gazprom avait réduit ses exportations de gaz il y a quelques mois, on avait alerté sur le fait que c'était étrange. Et on nous répondait non, mais c'est pour augmenter les profits. Comme si Gazprom n'était pas le bras armé du Kremlin. Donc il faut sortir de cette naïveté géopolitique européenne. Dernier élément, quand Myriam, tu parles du bouclier tarifaire, c'est pas parce qu'il y a un bouclier tarifaire jusqu'à la fin de l'année que les consommateurs n'ont pas, par effet indirect, la hausse des prix de gros du gaz et de l'électricité via les industries qui répercutent ça sur les coûts de production et donc sur les prix. Donc, on n'est pas complètement protégé non plus. Donc, réforme du marché de l'électricité, réforme du marché du gaz, achat commun. Pour résumer et pas trop parler, je dirais que c'est l'heure de vérité pour le réveil d'une Europe politique de l'énergie. Et merci. Et un dilemme donc entre citoyens, lutte climatique et valeurs démocratiques finalement. Alors, Bettina a vécu toutes les COP depuis l'origine. Et est-ce qu'on peut faire un petit débrief de ce à quoi on était arrivé après Glasgow, quand tout allait encore à peu près bien, même si on sentait naître les tensions, et ce qu'on peut attendre désormais de la prochaine COP27 en Égypte? Est-ce que finalement les COP vont aider? Est-ce que les citoyens vont se sentir plus associés? Est-ce qu'il y a de l'espoir qu'elles nous aident quelque part à trouver notre voie dans ces crises inattendues? Merci Myriam et bonjour à tous. Alors, avoir assisté à toutes les COP, ce n'est pas un titre, c'est une addiction ou une névrose selon votre choix. Mais en revanche, ça permet effectivement de voir un peu l'évolution des négociations mondiales. Alors, oui, c'est vrai que Glasgow, c'était un peu encore le monde d'avant, mais enfin, c'était le monde d'après le Covid, puisque seule cette conférence a eu lieu. Donc, n'oublions pas, je trouve, dans l'étendue, la multiplication des crises, celle du Covid, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on vit tous les ans, tous les 2 ans, tous les 6 mois, des alertes qui prouvent que nous sommes totalement au monde d'après, ou bien j'ai lu un article qui m'a beaucoup frappé dans une espèce d'interrègne, en fait, en ce moment, que l'interrègne climatique, c'est-à-dire en fait le fait qu'on est en pleine crise climatique, on l'a bien vu cet été, dans tous les continents, avec des drames absolus, bien entendu, je pense au Pakistan. Je ne suis pas du tout sûre que ça soit fini, en particulier avec les crues attendues en septembre, octobre, etc. Et puis, en même temps, une crise énergétique tout à fait importante. Donc ça, c'est la première chose, qui n'est pas simplement due à l'Ukraine, il faut bien le dire. C'est une crise énergétique qui menace depuis quand même des années, avec une crise du prix du pétrole depuis des années également. Et finalement, la crise, elle a commencé en particulier dans les années où on a inventé, n'est-ce pas Michel, l'ADEME. Et pourquoi on a inventé l'ADEME? On a inventé l'ADEME tout simplement parce qu'il y avait une crise énergétique très, très importante. Donc en fait, on est dans ces multicrises. Alors ta question, Myriam, c'est est-ce que les COP vont faire face à ça?
Alors, première réponse, Glasgow n'a pas été une très bonne conférence. Ça a été une conférence où beaucoup de choses n'ont pas été réglées. Et surtout, l'ambiance n'était vraiment pas excellente parce qu'on a vu surgir quelque chose qui va être, à mon avis, beaucoup plus exacerbé à Sharm el-Sheikh, c'est-à-dire, en fait, une opposition entre les pays développés et les pays en développement, et qui est d'ailleurs la constante depuis 1992, mais là vraiment qui est une guerre qui va s'ajouter à celle de la guerre Ukraine. On sait parfaitement d'ailleurs à quel point la Russie attise les conflits en Afrique, etc. Donc ça, c'est la première chose. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? C'est un peu, en fait, la COP des paradoxes, parce que finalement, on devrait être assez content, puisque la sobriété soit sur la table, enfin, de par les dirigeants et pas simplement d'une autre, que ce soit le mot d'ordre. Finalement, tous les gens qui sont, il y en a beaucoup dans cette salle engagés depuis si longtemps dans le climat, on leur réclamait cette, comment dirais-je, cette mise en avant du concept de sobriété, et d'aller jusqu'au rationnement. Et Christian a très bien dit le mot épouvantable. Regardez lundi matin ce qui s'est passé au MEDEF. Le matin, la Première ministre, après le Président de la République, paraît-il, en Conseil des ministres, nous dit oui, on peut aller jusqu'au rationnement, coupure, etc. Et immédiatement, le ministre des Finances, l'après-midi, corrige. Enfin non, c'était le lendemain, peu importe, en disant non, mais attendez, vous en faites pas, on va vous trouver des solutions, etc. Et la COP, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'il va y avoir une réalité extrêmement importante, extrêmement prégnante de la guerre en Ukraine, sauf si elle était finie dans 4 mois, mais enfin, on peut croire au Père Noël. Et donc, là, on va bien voir qu'il va y avoir d'énormes tensions géopolitiques, mais, et je partage tout à fait le point de vue de Christian, c'est ni la première ni la dernière fois, la géopolitique, c'est le climat. Et les deux sont en même temps. Alors, bien que cette sobriété soit à l'ordre du jour, est-ce qu'on est capable de la transformer en finalisation du traité de Paris, qui ne s'applique pas encore, et est-ce qu'on peut aborder l'année cruciale de 2023, puisque c'est le bilan mondial des émissions, avec sérénité ? Alors, il y a des petits signes positifs. Les petits signes positifs, c'est quand même la loi climat-santé de Biden. Ça, c'est extrêmement important, parce que ça veut dire qu'il a décidé d'arriver à une neutralité carbone, non pardon, climat, en l'occurrence, en 2030. C'est absolument effarant, je veux dire. L'effort est absolument gigantesque. Il y a une autre bonne nouvelle, c'est l'Australie. Parce que l'Australie a changé de gouvernement et donc a décidé la diminution de 43% de ses émissions, ce qui est tout à fait considérable, alors que le gouvernement auparavant était dans une négation, et là dans un climato-négationnisme complet. Donc ça, c'est 2 bonnes nouvelles. Alors il y a aussi de très mauvaises nouvelles. Et la très mauvaise nouvelle, c'est aujourd'hui l'attitude de l'OUA, par exemple, qui... Mais il faut les comprendre, il faut comprendre les Africains. On met tellement de temps à donner ces fameux 100 milliards qu'on promet, non pas du tout depuis le traité de Paris, mais depuis Copenhague. Il faut quand même le faire, je veux dire. Et donc on est à 90, 91, 92, 90, 93, donc 91, et encore en bidouillant un petit peu les chiffres, que l'OUA nous dit, et nous le dit clairement, c'est dans son papier de négociation qui vient de sortir. Écoutez, si on n'atteint pas ces chiffres, eh bien, donc les fameux 100 milliards, et si on ne va pas au-delà, eh bien, très très clairement, nous allons ouvrir nos champs pétrolifères, nous allons exploiter nos gisements en gaz, etc. Et donc, nous allons, nous qui, continent africain, faisons simplement 4% des émissions mondiales, eh bien, on va faire comme vous. On va faire comme vous il y a, finalement, depuis 100 ans, on va faire plus. Bon, alors certes, on va endommager la planète, mais nous, est-ce que vous vous rendez compte les dommages, les pertes et dommages? Et cette expression pertes et dommages, ça va être le nœud de la conférence de Glasgow. Tout simplement parce que de Sharm el-Sheikh, parce que tout simplement ça a échoué à Glasgow. Et à la conférence intermédiaire de Bonn, ça ne s'est pas non plus très bien présenté. Pourquoi ?
parce que l'adaptation au changement climatique et les pertes et dommages, qui d'ailleurs sont 2 articles de l'accord de Paris, ont été les parents pauvres de toutes les négociations internationales, avec un mépris de l'adaptation qui a été absolument extraordinaire pendant des années et des années. Ah non, il ne fallait surtout pas parler de s'adapter, parce que si on parlait de s'adapter, on ne parlait plus d'atténuation. C'est à la fois faux et idiot. C'est faux parce que l'un nourrit l'autre et l'autre nourrit l'un, et c'est idiot parce que la réalité avance aujourd'hui plus vite et donc nous devons nous adapter. Donc si nous ne savons pas, et nous ne l'avons pas su le faire à la conférence intermédiaire de Bonn, dégager des solutions pour que les pertes et dommages, que ce soit un fonds dans un cadre de fonds sur l'adaptation, c'est technique, peu importe, je veux dire, ou un autre fonds dédié, ne soit pas reconnu et ce signe très important soit donné aux pays de développement, on va échouer à Sharm el-Sheikh. Vous savez qu'il y a une grosse plaisanterie des ONG en ce moment qui disent qu'il y a un risque que Sharm el-Sheikh soit Sharm el-Shem, n'est-ce pas? Donc, ce qui évidemment ferait un problème. Donc en fait, on est avant Sharm el-Sheikh dans la situation où pendant très très longtemps, on a dit que le réchauffement climatique c'était le long terme. Sauf que maintenant, la crise énergétique, c'est le présent, et le réchauffement climatique qui s'accélère, c'est le court terme. Et quand je vois Christian, avec ses tableaux tellement pédagogiques, nous parler de puits de carbone, etc., il faut évidemment être conscient que les puits de carbone sont beaucoup... La possibilité de recours aux puits de carbone, à cause des incendies, à cause de la déforestation, à cause des chaleurs océaniques que nous avons vues cet été de manière absolument effrayante, il faut bien le dire, diminue par rapport aux accords qu'il y avait à l'accord de Paris, et donc diminue dans les fameuses CDN, c'est-à-dire dans les fameuses contributions que doivent donner les États. Donc, il faut bien le dire, tout est un peu à revoir pour le climat comme pour l'énergie. Et je vais être un peu provocative avec un crève-cœur. C'est un crève-cœur de vous dire ça. Finalement, une capacité à mobiliser des milliards plus au service de la guerre que de la lutte climatique. Et ça, c'est grave. Et aujourd'hui, ce qu'on voit entre le sud et le nord, on risque de le voir dans les pays européens, puisque 40% de dépendance au gaz russe, avec certains pays dépendants à 100%, d'autres pays zéro. Et 2 pays majeurs, l'Italie et l'Allemagne, qui dépendent à 50%. Donc on est au début. On n'est pas au bout, on est au début de l'histoire. Et beaucoup reste à venir. Alors finalement, Christian, est-ce que le droit, la justice climatique, Christian de Pertuis consacre un chapitre dans son livre, est-ce que le droit peut nous être d'un secours? On avait un peu d'espoir aussi, mais où on en est là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, bonjour d'abord et merci de cette invitation. Pour reprendre la suite de ce que disait Bettina Laville, qui a illustré quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire ce mécanisme des COP, qui sont des rendez-vous des parties, mais qui trouve sa difficulté dans le droit international, dans le traité de climat 1992. Le traité de climat de 1992 a 3 défauts essentiels. Il réclame pour 192 États l'unanimité. Deuxième partie aussi, il établit des responsabilités communes mais différenciées, ce qui fait des jalousies. Et la dernière chose, c'est qu'il y a un paragraphe 3, il y a un article 3, paragraphe 5, qui vous dit que le climat, en aucun cas, la politique du climat ne saurait remettre en cause l'économie mondiale et, la mondialisation. Donc, ce n'est pas là où se fait le droit dans l'état actuel des choses. Ce n'est pas dans ces traités internationaux. Alors, je ne nie pas l'extraordinaire importance de l'accord de Paris, je ne nie pas du tout. Mais il faut bien comprendre que pour que le droit fonctionne, il faut qu'il soit effectif. C'est ça le sujet. Il faut qu'il rentre dans le dur, qu'il soit une contrainte. Et la société civile a inventé quelque chose de tout simple, qui est le contentieux climatique. Alors, je me suis préoccupé, et c'est là-dessus que je voudrais intervenir assez rapidement, sur les raisons pour lesquelles, dans le contentieux climatique, c'est une aide extraordinaire, mais on n'est pas arrivé encore jusqu'à présent à promouvoir suffisamment et donner force juridique aux énergies renouvelables. Le combat dans le contentieux climatique se divise toujours en 2 parties. C'est le plan de Christian de Pertuis, c'est classique, c'est-à-dire la lutte contre le stockage, contre
ce qu'on appelle la réduction, la lutte pour la réduction, et deuxièmement, la lutte pour l'adaptation. Alors, dans la première catégorie, il y a deux grandes catégories de procès. Donc, il y a les procès contre les États et contre les grandes entreprises. Les procès contre les États, en Europe, on a une trilogie absolument extraordinairement importante, rendue par les cours suprêmes, et ce n'est pas n'importe quoi. La première décision, c'est la Hollande affaire Urgenda 2019, qui oblige le gouvernement hollandais à augmenter sa diminution des émissions. La deuxième grande décision, et Corinne Lepage qui est pour largement là-dessus, puisque c'est son initiative, et je ne fais que de l'assister sur ce sujet-là, c'est l'affaire de Grande-Synthe, la commune qui est en dessous du niveau de la mer et qui a obtenu déjà 2 arrêts du Conseil d'État qui met en demeure le gouvernement de modifier sa trajectoire, parce qu'il est démontré effectivement dans cet arrêt, à la suite de cette procédure, qu'on ne pourra jamais atteindre les fameux 40% de réduction en 2030 et la neutralité climatique en 2050. Donc, c'est une analyse de la trajectoire qui oblige effectivement à développer. La dernière décision importante est une décision de la République fédérale d'Allemagne qui a cette dimension extraordinaire qui dit votre plan pour 2030, il n'est pas si mal que ça, mais après 2030, eh bien, vous ne faites pas ce qu'il faut et vous allez sacrifier les générations futures. Il y a effectivement une vision démocratique, une vision de la démocratie dans l'écologie qui était votre préoccupation tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui en est concrètement ? Dans le contentieux contre les États, malheureusement, les juridictions disent « Moi, je m'occupe de la trajectoire, mais je ne sais pas comment vous allez faire. Est-ce qu'il faut faire 30% de renouvelables ? Est-ce qu'il faut faire des puits de carbone ? Est-ce qu'il y a supplémentaire ?» Ils ne vous disent pas ça. Il n'y a qu'un seul contentieux qui est très intéressant, c'est la décision rendue par un tribunal civil en Hollande, qui est l'affaire Shell, qui oblige la société Shell et ses 11 000 filiales à se prendre au jeu de sa planification climatique et à suivre les directives publiques, c'est-à-dire de réduire ses émissions à 45%. C'est une révolution extraordinaire qui a fait un bruit dans le monde des énergies fossiles que vous n'imaginez pas, d'ailleurs à tel point qu'au passage, Shell a mis son siège en Grande-Bretagne. Je vous dis ça au passage, mais ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas ? C'est la jurisprudence qui nous intéresse. Alors, effectivement, c'est plutôt dans cette lutte contre les grandes émissions que l'on trouve la solution. Et alors, il existe dans le contentieux d'adaptation beaucoup de décisions de justice qui luttent contre les projets et les procès climaticides. Et je pourrais vous donner plein d'exemples là-dessus. Et on est en train de monter actuellement des obligations de ce qu'on appelle d'études d'impact climatique, c'est-à-dire qui s'intéressent à l'effet direct de l'installation ou de l'ouvrage, mais aux effets indirects. Par exemple, il y a des décisions en Australie qui ont été rendues et qui vous disent « C'est très bien votre mine de charbon, j'ai compris l'étude d'impact sur l'environnement, mais ce qui m'intéresse, c'est l'effet indirect, où vous allez mettre votre charbon, à qui vous allez le vendre ». Donc on est dans une dimension de recherche. Christian, juste sur le GNL, on se prive du gaz naturel russe, on décide de prendre le GNL américain. Oui, c'est pas extraordinaire. Oui, mais 2 fois et demi plus CO2 bien émetteur. Sûr. Mais je crois que c'est une très bonne idée. Enfin, je pense que ça me donne des idées de contentieux pour la suite. Merci Myriam. Mais on pourra y réfléchir. Mais la dernière chose que je voulais vous dire, qui est la plus intéressante, c'est qu'il ne faut pas simplement établir de la force avec le droit, mais il faut donner une direction. Il y a un travail qui a été fait et qui est considérable. Bettina complétera dans quelques instants. C'est ce qu'on appelle la Déclaration des droits de l'humanité, montée par Corinne. Bravo Corinne. Comment ? Je dis bravo à Corinne. Oui, c'est vrai. Et surtout que cette déclaration a obtenu le statut d'ECOSOC aux Nations Unies. Bravo. Et ça change la totalité des choses. Enfin, la déclaration repose sur 6 droits, 6 devoirs, vous voyez, parce que dans le monde dans lequel on est actuellement, on n'est plus seulement dans le monde du droit, on est dans le monde des devoirs. Bien sûr. Mais j'ai peut-être pris un peu de temps, mais j'en termine juste par une phrase. Les grands principes sont les suivants: la responsabilité, la dignité de l'humanité, parce que c'est ça le vrai sujet, incontestablement, l'équité intergénérationnelle, c'est-à-dire que chaque génération doit faire la même chose pour garder le capital, si j'ose dire, de vie. Et puis la pérennité du vivant. Et donc, vous avez, grâce à la société civile, un double axe de travail, c'est-à-dire un axe en profondeur et un axe, comment dirais-je, directionnel. J'en termine en vous disant simplement une phrase. Je crois beaucoup au droit pour une raison très simple, c'est que la communication
sur la question climatique est assez, comment dirais-je, fragile, peut-être même aveugle, mais le droit lui rend la vue. Merci Christian. Et alors Michel, sur l'Europe, merci beaucoup. Sur l'Europe finalement, pour la première fois une plateforme d'achat commun, mais est-ce ce fameux retour du principe de souveraineté avec la diversité des approvisionnements, est-ce qu'on fait les bons choix? Est-ce qu'on n'est pas finalement en train de renoncer à cet objectif de 2050 pour lequel l'Europe a été leader? Et je serais curieuse d'attendre dans un moment Robert Bell sur le 2030 neutre carbone aux États-Unis, parce que, à nouveau, le gaz de schiste est un vrai sujet. Et je rappelle quand même qu'en France, parce qu'il faut aussi qu'on voit ce qui ne va pas, et je crois qu'il faut le dénoncer, on est le seul pays d'Europe à ne pas avoir atteint nos objectifs en matière d'énergie renouvelable. On s'était engagé à 23%, on est à 19,5%. C'est pour moi tellement surréaliste, je le dis à peine du bout des lèvres, mais je crois que quand les choses ne vont pas, il faut les dire et les signaler, parce que moi je m'attendais à un plan beaucoup plus ambitieux en matière de renouvelables. Et à nouveau, force est de constater que le nucléaire revient comme la solution. Alors, comment au niveau européen, finalement, la France et l'Allemagne, qui se sont battus pour le nucléaire et le gaz naturel, limite qui peut devenir du biogaz, mais avec des ambitions fortes, on en parlera demain, comment on peut se dire que l'Europe va finalement nous vendre l'idée de cette neutralité carbone pionnière, alors que les décisions qui sont en train de se prendre ne vont pas forcément dans ce sens? En 3 minutes 49 avant que le gong m'atteigne, quelques réponses, chère Myriam. D'abord, je reviendrai volontiers au droit, comme Christian vient de le faire. Tu poses la question de l'Europe, mais l'Europe, elle est schizophrène, ou elle est dyslexique en matière d'énergie. Puisque dans le même article du traité, l'article 194, elle nous dit la sécurité des approvisionnements, c'est un des domaines d'intervention de l'Union. Donc l'Union, elle a la compétence pour s'occuper de sécurité d'approvisionnement, sujet du moment. Et dans le même temps, elle dit « Ceci n'affecte pas le droit d'un État membre de déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre ces ressources et la structure générale de ses approvisionnements. » Donc comment peut-on dans le même moment dire dans un des articles du traité de l'Union européenne à la fois une compétence et en même temps laisser aux États membres? Et donc, ce dont on souffre chroniquement depuis la fin février, c'est de voir cette Europe qui, bien qu'elle ait mis en place, tu le rappelais, des outils, centrales d'achat de gaz, et la Commission a fait le job. Mais dans le même temps, qui va en Arabie Saoudite, qui va en Algérie, qui va ailleurs, les chefs d'État et de gouvernement se déploient pour gérer des réponses nationales. Et donc la coordination européenne, elle souffre du fait qu'à un moment donné, l'Europe, elle n'est que ce que les États veulent qu'elle soit. Donc souvent, on a une vision, nous Français, entretenue par une partie de la classe politique qui est une sorte de supra-pouvoir européen. En l'occurrence, en matière énergétique, l'Europe de l'énergie n'est que ce que nous voulons qu'elle soit. Et avec, ça a été dit auparavant, une très grande naïveté quant à la façon de voir les partenariats extérieurs. Je fais un papier dans Le Monde début mars qui appelait de ses voeux une diplomatie énergétique européenne, mais on voit bien que jusqu'à la fin de l'année dernière, tu le rappelais, le gaz était envisagé comme l'énergie de transition idéale vers l'horizon renouvelable. Et avec une compréhension donc de la Russie comme étant un partenaire commercial banal, comme les autres, avec qui on pouvait dialoguer, commercer. Quelle erreur allemande, certes, à l'évidence. Mais n'oublions jamais que sur Nord Stream 2, il y avait aussi des opérateurs français qui étaient partenaires, qui étaient dans le projet. Et donc ça veut dire que malheureusement, la myopie qu'il y a eu par rapport à la dominance et au poids que les Russes ont pris sur le système énergétique européen, elle a été partagée. Ça nous renvoie, Myriam, si tu le permets, j'aimerais avoir une pensée amicale pour quelqu'un qui était cher et proche de beaucoup d'entre nous, c'était Jean-Marie Chevalier. Et Jean-Marie, dans les grandes batailles de l'énergie, sous-titre « Petit traité sur une économie violente », montrait que l'énergie, ce n'était pas un monde de bisounours. Et montrer que l'Empire britannique, au 19e, s'était bâti sur le charbon. La puissance, la domination mondiale des Britanniques, c'était le charbon. Le fameux siècle américain du XXe siècle, c'était un siècle bâti sur le pétrole. Et donc ce qui se passe aujourd'hui à travers les démocraties illibérales, Russie, Chine,
qui, à travers l'énergie, établissent un schéma de dominance. On parlait de l'Afrique. Mais l'Afrique, aujourd'hui, les centrales de charbon chinoises sont vendues dans beaucoup de pays. La technologie chinoise, elle a remplacé ce qui était la présence française dans beaucoup d'États africains. Et donc, comment on remonte la pente avec des solutions européennes, partagées? J'appelle de mes voeux, à l'évidence, je commençais en parlant des articles du traité, il faut aussi une révision des traités, ce qui était le terme de la conférence sur l'avenir de l'Europe, envisager que l'énergie, comme la santé, comme la défense, ça fasse enfin partie des compétences communautaires et qu'on arrête ce patchwork avec des mouvements complètement illisibles, incompréhensibles. Quelques sommets, il y en aura un le 9 septembre, pour essayer de coordonner tout ça, mais ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas parce que juridiquement, on revient au propos de Christian, on n'a pas une approche continentale du sujet face à des puissances qui aujourd'hui ont à la fois financièrement et puis politiquement un poids qui est considérable. Et avec des citoyens qui ne doivent pas être pris en otage d'un grand écart qui est difficile à réconcilier. On ne peut pas à la fois leur demander le sacrifice de l'inflation, de la sobriété. Alors juste pour terminer, Christian, merci d'avoir redéfini la neutralité climatique au lieu de neutralité carbone. Et j'engage à lire ton livre et si vous avez des questions évidemment supplémentaires, cette table ronde est trop courte par rapport à tout ce qu'on a à se dire. Je voulais vous signaler que dans le cadre des 100 leaders pour la planète, on aura un entretien beaucoup plus détaillé avec Raphaël à qui, c'était juste pour te remercier Christian, tu as assisté avec nous, et je voulais juste, Raphaël, te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, Raphaël, peut-être... Voilà. Michel, on vous retrouvera. Je voulais dire que, Myriam, tu as cité tout à l'heure dans l'urgence climatique pour une transition énergétique, le bouquin qui est sorti chez Gallimard au mois de mars, et Christian nous a fait l'honneur d'être parmi les 20 auteurs à travers un chapitre 11 donc il va sur faire abondance. des doubles donc il a été dédicaces. le coproducteur de multiples livres. Voilà. Il est aussi en vente. Alors Raphaël, le mot de la fin, et on se retrouvera pour discuter de tous ces sujets dans une série de conférences d'ici à la fin de l'année, parce que c'est très très brûlant, et bien sûr en 30 minutes on ne peut pas aller au bout des choses, on ouvre juste les sujets, ce qui est le teasing à la E5T. Donc, merci Myriam. Donc très rapidement, pour conclure, disons que on peut tout à fait y arriver. Il n'y a pas vraiment de problème de ressources financières, mais plutôt d'allocation des ressources. Et donc, par exemple, les 30 centimes d'aide au carburant, est-ce que c'est forcément nécessaire que ça concerne tout le monde ou est-ce qu'il faut davantage cibler? Pareil pour les aides pour le gaz et l'électricité. Si on cible, je sais qu'il y a des effets de seuil parce qu'il y a des ménages qui seront exclus, donc c'est plus difficile à mettre en place que de le dire, mais c'est une piste. Deuxième élément, développer les contrats de long terme entre producteurs d'électricité et entreprises de l'industrie pour avoir des prix fixes garantis pour les producteurs d'un côté et pour les entreprises. Donc la Commission européenne doit faire une révolution idéologique en faveur de ces contrats de long terme. Troisième élément, ne pas reproduire les erreurs du passé. On a voulu, en libéralisant le secteur de l'électricité, par exemple, faire en sorte qu'il y ait des concessions sur les barrages hydrauliques français. Il ne faudra pas dire demain pourquoi les barrages, qui sont des infrastructures stratégiques et le patrimoine naturel de la France, financés par les contribuables, seraient entre mains de sociétés non européennes privées. Et qu'on nous dise après, c'était l'eau et l'électricité renouvelable de la France, et maintenant on ne peut plus la piloter parce qu'elle appartient à des sociétés russes ou chinoises. Et dernier élément, si on ne fait pas quelque chose aujourd'hui par rapport à cette double urgence géopolitique et climatique, finalement, les crises climatiques, économiques et financières vont se succéder année par année et on n'y arrivera pas. Donc les investissements qu'on fait aujourd'hui ne sont pas des sacrifices. C'est tout à fait possible de concilier cette croissance économique et cette réduction ou cette atteinte de la neutralité climatique dont a parlé Christian de Pertuis. Excusez-moi d'avoir été trop rapide. Merci. Mais on ne t'excuse pas, on fera des conférences là-dessus. Merci à tous. J'espère que ça vous a permis d'avoir un peu un cadre général. Merci. Et on va accueillir tout de suite, merci beaucoup, on va accueillir tout de suite